Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour lire la suite du tome 2 des Enfants de la Louve. On va directement commencer, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Chapitre 3. Nous ne les avons pas trouvés. Sans les loups, nous avons perdu leur piste, mais il semble bien qu'ils aient descendu le torrent. Bison s'adressait à Aurore, sa femme, la mère d'Erel, et à Douce, sa belle-sœur, celle de Petit Nez. Accompagnés de quelques chasseurs, ils rentraient bredouilles au campement d'été de la Horde. Les deux sœurs les attendaient, inquiètes. Par l'esprit du grand glacier, pourquoi ont-ils pris 3 loups avec eux s'interrogea Aurore. L'autre louve, Alpa, était restée garder les vieux et les malades, tout comme les 2 louveteaux de sable, nés à la fin de l'hiver. Et que sont-ils tous allés faire dans la toundra? Et pourquoi partir sans prévenir dans la nuit? Enchaîna Silex. Bison ajouta 2 enfants et 3 loups dans la toundra, comme s'ils poursuivaient quelqu'un, mais qui? Il fallait tenir conseil, et Bison se prépara. Il revêtit ses parures et attributs de chef. Ce faisant, il se mit à fouiller sa tente, soudain très préoccupé. « Dis-moi, Aurore, tu n'as pas vu mon bâton de commandement ?» Bison se réveilla en sursaut dans la nuit. Le vent rugissait et les peaux de reine de la tente claquaient de plus belle. Il venait d'être brutalement arraché à un rêve. Il avait rêvé que l'homme sage de la Horde le contactait dans son sommeil. L'esprit de 3 doigts, trop âgé pour suivre la migration d'été de la Horde et rester dans l'abri d'hiver, avait voyagé jusqu'aux siens. Les hommes sages empruntaient parfois des chemins sinueux pour communiquer avec les esprits des chasseurs. Bison se souvenait parfaitement de ce que 3 doigts lui avait dit en rêve. « J'ai consulté les braises et j'ai vu les enfants, les loups et un autre garçon, à l'abri sous une voûte de pierre. J'ai aussi vu ton bâton de commandement. Enfin, j'ai vu. » Le visage du vieil homme s'était assombri. « Tu as vu quoi, homme sage ?» avait demandé Bison, soudain inquiet. « J'ai vu la tempête, puis un troupeau de bisons. » Il se leva brusquement et secoua Aurore. « Allons vite arrimer les tentes, la tempête arrive. »« Oh, par la louve et les enfants !» s'écria soudain Aurore, réveillée en sursaut. « Rassure-toi, tout me laisse penser qu'ils auront trouvé un abri solide. Quant aux bisons, j'entends bien découvrir quel est leur rôle. » « Mais de quel bison parles-tu ?»« Dans le rêve de... Enfin, je n'ai pas le temps maintenant, mais je t'expliquerai. Pour l'instant, assurons-nous que le campement tiendra le coup. Dès que les éléments se seront calmés, nous descendrons le torrent aussi loin qu'il le faudra et nous retrouverons les enfants. À moins que les loups ne nous retrouvent avant, conclut Bison en lui-même, avec un petit sourire qui ne masquait plus aucune inquiétude, car il savait que tôt ou tard, Erel enverrait 1 ou 2 loups à leur rencontre. Chapitre 4. Un craquement sinistre réveilla Erel en sursaut. Elle se redressa et laissa ses yeux s'accoutumer aux ténèbres. Bien qu'elle se sache protégée par la chute d'arbres par la profondeur de l'abri, la violence des éléments déchaînés ne la rassurait pas. La bourrasque se mua en tempête, un éclair zébra le ciel et la jeune fille vit les cimes de grands sapins se tordre avant de se briser, comme des os de reine sous la dent des hyènes. Un déluge s'abattait sur le vallon. Les garçons dormaient à poings fermés. Son regard se porta bientôt sur 2 formes familières couchées contre la paroi. 2 formes. Elle s'approcha des loups endormis, Sable manquait à l'appel. Erel se risqua hors de l'abri, elle tenta de percer les ténèbres. Inutile d'appeler la louve, le rugissement des éléments n'aurait donné aucune portée à sa voix. Elle fit quelques pas jusqu'au bord du talus, mais le sol détrempé se déroba sous ses pieds et elle glissa dans la pente, s'immobilisant quelques coups des plus bas couchés sur le dos. Elle vit la cime d'Amélaise, fauchée nette par la bourrasque, s'abattre sur elle. Elle sentit les branches se briser et l'envelopper, s'attendant à être
passait par une pointe acérée, et elle vit le tronc tomber sur son corps. Il se stabilisa à quelques pouces de ses jambes grâce aux branches qui l'encombraient. Cela lui laissait un répit. Elle essaya d'appeler à l'aide, en vain. La tempête couvrait ses cris. Elle se sentait étouffée et entendait d'autres arbres éclater sous l'effet du vent. Elle sentit la panique le gagner et maudit son imprudence. Soudain, un museau perça le sol. Elle eut un mouvement de recul, pensant à quelque animal fouisseur, mais la léchouille qu'elle sentit sur sa main la rassura. Sable l'avait retrouvée. La louve l'avait rejointe en creusant un passage. Elle agrippa sa manche par la gueule et la tira vers la sortie. Erel se rétablit sur ses pieds et constata qu'elle n'avait rien. Elle entoura Sable de ses bras et la remercia à grandes caresses sur son poil mouillé. C'est alors qu'elle vit le beau lièvre que sa fidèle louve avait déposé avant de creuser. C'était donc la raison de son escapade, chasser de nuit en profitant de l'affolement des animaux pour nourrir sa petite meute. Que se passe-t-il, Erel? La voix chevrotante de Petit Nez tenta de percer le vacarme de la tempête. C'est quoi cette boue et ces aiguilles de mélèze sur tes vêtements? Ajouta-t-il. Sa cousine regarda Sable. La louve dormait près du feu qu'elle avait rechargé de quelques branches sèches, trouvées sous la voûte, pour les réchauffer et les aider à se remettre de leurs émotions. Le ciel, très en colère, se contenta-t-elle de répondre. Comme pour souligner ces mots, les loups inquiets se mirent à hurler. « Venez par ici, leur dit la jeune fille, et toi aussi, cousin. » Ni les loups, ni Petit Nez ne se firent prier, et les deux enfants se blottirent contre les chaudes fourrures des animaux. Erel avisa Agile, recroquevillé, les pieds toujours entravés. « Viens aussi, ils ne te feront aucun mal. » Mais le garçon ne répondit rien, il grelottait, ramassé sur lui-même. Soudain, dans un fracas de branches cassées mêlé à celui du tonnerre, un immense pin s'abattit sur le gros rocher qui les abritait. Ces branches folles fouettèrent l'air à quelques pieds du petit groupe. Agile, désormais à l'aise avec les loups, rampa enfin dans leur direction. Erel lui fit une place entre Patou et Miel. Les enfants restèrent silencieux un bon moment, puis Agile se décida. De toute façon, nous n'arriverons pas à nous rendormir. Alors s'il te plaît, raconte-moi comment tu es devenu l'ami des loups. D'accord, mais d'abord, raconte-nous pourquoi ton père porte ce nom, Cheval Fou. Dans la toundra, derrière chaque nom, il y avait une histoire, glorieuse parfois, banale le plus souvent, triste aussi pour les moins chanceux, comme celle du pauvre Patefol de la horde de la Louve, handicapé de la jambe droite par un accident et condamné à rester toute l'année dans l'abri avec les plus faibles. De son infirmité, il avait fait un atout pour sa horde. Ceux qui partaient en déplacement d'été n'avaient pas à s'inquiéter du sort de proches laissés seuls dans l'abri à la merci des fauves. Agile raconta à Erel qu'à son âge, son père avait pour nom Petit Cheval, parce qu'il était passionné par l'observation de ces animaux, au point d'avoir plusieurs fois risqué d'être piétiné par un troupeau en fuite devant une meute de loups ou un groupe de chasseurs. Un jour, il avait fait un étrange rêve. Coincé dans un défilé où fonçait un troupeau, il sautait sur le dos d'un grand étalon noir dont le pelage contrastait avec celui de ses frères et sœurs, aussi bruns que le sont d'ordinaire ces farouches animaux. Il avait conduit le troupeau hors du défilé avant de se réveiller. Monter un cheval, pourquoi pas un bison ou un renne, s'était moqué le père. Mais le temps de son initiation approchait et le garçon proposa lui-même de renouveler son exploit, non plus au pays des songes, mais dans la toundra. Le conseil des hommes bisons délibéra et approuva. Le jour venu, accompagné par les chasseurs, Petit Cheval découvrit un troupeau conduit par un étalon noir qui paissait dans un défilé parsemé de gros rochers. Le père se demanda si ce rêve n'était pas le fruit d'une observation de son fils en un moyen de forcer leur choix, mais il était trop tard. Petit Cheval avait grimpé sur un rocher. Lorsqu'en avançant doucement, les hommes rabattirent les chevaux dans sa direction, il attendit le moment propice et sauta sur la croupe du grand mâle. Surpris, ce dernier partit au galop et, par d'habiles manœuvres, tenta de se débarrasser de ce fardeau
importun qui s'accrochait à sa crinière. Soudain, il se cabra et Petit Cheval fut violemment éjecté de sa monture. De mémoire de chasseur, on avait vu et ne reverrait sans doute jamais pareil exploit. Outre un bras cassé qui resterait douloureux lors des changements de temps, le garçon en retira son nouveau nom, Cheval Fou, comme pour rappeler à tous sa folie autant que son courage, qualité qui, selon son père, ferait de lui un chef exceptionnel. Le récit d'Agile s'acheva alors que la violente bourrasque faisait craquer la forêt de manière si inquiétante qu'enfants et loups se blottirent encore plus les uns contre les autres, au point de former une grosse boule de chaleur sous l'abri. La tempête s'éloignait peu à peu, laissant une pluie drue s'installer. Alors RL raconta la légende de la horde de la louve. Comment Sable, incarnation de la louve protectrice de son peuple, était revenue dans la toundra pour les sauver, elle épatinait, des griffes de longues dents, le tigre à dents de sabre. Comment, à leur tour, ils l'avaient sauvée des crocs des autres louves affamées alors que blessées, elles ne pouvaient se défendre. Comment Sable s'était ensuite approché de l'abri d'hiver de sa horde pour finalement mettre au monde de louveteaux dans la grotte des accouchements. Comment elle et Petit Nez les avaient apprivoisés. Comment les trois animaux avaient été adoptés par la horde en sauvant un bébé des crocs d'un loup. Comment ils avaient aidé les chasseurs dans leur chasse aux mammouths et comment enfin ils avaient recueilli Alpa qui gardait les vieux et les malades dans leur abri pendant que la horde partait à la poursuite des rennes en dressant des campements d'été dans la toundra. Dès qu'Erel eut terminé son récit, la nuit referma ses ailes sur Agile et Petit Nez. Elle resta un moment éveillée à écouter la pluie, maintenant fine et régulière, tomber sur le bois. Elle sentait le souffle chaud de ses loups et elle était rassurée comme jamais elle ne l'aurait été sans leur présence. Sa dernière pensée avant de s'endormir fut qu'elle ne se souvenait même plus comment c'était avant eux. Regardez vous-même, dit RL, ce n'est plus un torrent, c'est une rivière. Et le pire, c'est qu'on est du mauvais côté. On doit le franchir si on veut rejoindre notre campement, martela Petit Nez. Ah oui, et comment comptes-tu t'y prendre, gros malin? Le questionna Agile, narquois. Petit Nez ne savait quoi répondre. Il contempla le long ruban boueux que formait le torrent. Chargé de limons et charriant des troncs d'arbres, le cours d'eau, gorgé par le déluge, se ruait dans le vallon. La pluie n'avait cessé de la nuit, et au petit jour, lorsque les enfants s'étaient remis en route, ils n'avaient pu que constater le désastre. Ils avaient d'abord eu de la peine à s'extraire de l'abri obstrué par les arbres abattus. Une fois dehors, un spectacle de désolation les attendait. Alignement de troncs éclatés et fouillis de cimes chargées de branchages formaient un chaos indescriptible. La forêt n'était plus qu'un souvenir là où la tempête avait tracé son sillon. Il s'était effrayé tant bien que mal un chemin jusqu'au torrent bondissant de la veille pour découvrir à sa place une rivière boueuse si large qu'elle leur barrait le passage. Alors, insista Agile. Petit Nez réfléchit encore un instant, puis il se souvient. Contrairement à sa cousine qui suivait son instinct, il avait coutume d'écouter les adultes et de retenir leurs leçons. Tu te rappelles ce que ton père nous a dit sur les torrents le printemps dernier pendant la chasse aux mouflons? RL haussa les épaules, sûre d'elle. Oui, j'y pensais à l'instant. Il ne faut jamais passer la nuit sur leur rive, car un orage, même lointain en amont, les rend furieux, et ils nous noieraient. Et ça nous avance à quoi? J'y pensais à l'instant, menteuse va, pensa Petit Nez. Ça nous avance que, comme d'habitude, tu n'as écouté que la moitié de ce que dit ton père. Comme si tu savais déjà tout. Bison a surtout expliqué que pour traverser un torrent lorsqu'il est gonflé par l'orage, il faut toujours le remonter aussi loin que possible vers l'amont. On doit chercher un tronc couché en son travers, un tronc abattu suffisamment grand pour servir de pont. Agile regarda RL lever les yeux vers l'amont. Ils se sourirent et, sans un mot, emboîtèrent le pas à Petit Nez, fiers comme un tétralyre en parade. Il était déjà en route avec les loups et ne les avait pas attendus. Chapitre 5. Le brouillard avait succédé à la pluie.
Aucun tronc ne leur avait encore permis de franchir le torrent. Déjà trempés, les enfants étaient maintenant transis par une fine bruine qui transperçait leur peau. Ils enviaient les loups qui, d'un simple ébrouement, se débarrassaient de cette couche d'humidité. Soudain, une brume opaque les enveloppa. Erel et Agile ne distinguaient plus ni Petit Nez ni les loups. Ils les avaient dépassés dans la brume sans le savoir. Ils continuèrent prudemment leur progression en s'orientant grâce au mugissement du torrent. Un cri, puis deux, puis trois, percèrent l'épaisse purée de bois qui les isolait de la toundra. Erel connaissait bien ce cri qui terrorisait les enfants lorsqu'il retentissait le soir dans le vallon, le rire de l'hyène. Dotés d'un odorat infaillible, ces animaux s'orientaient aisément dans le brouillard, mieux que les loups. Erel sentit qu'Agile se rapprochait instinctivement d'elle pour faire face au danger. Ils étaient seuls. Une belle leçon pour elle qui croyait tout contrôler, qui se sentait tellement sûre d'elle avec ses loups. Mais elle n'eut pas le temps de se maudire pour son insouciance, car le brouillard se dissipa d'un coup. Où sont les hyènes? Balbutia Agile. Un nouveau concert de rire lui répondit. Elle les encerclait dans la brume. Si Petit Nez et les loups ne se montraient pas très vite. La première bête s'avança vers eux, comme sortie d'un nuage tombé. Gueule ouverte, elle montrait sa formidable mâchoire, capable de broyer les os d'une carcasse de mammouth pour se régaler de leur moelle. La bête hideuse ébroua sa crinière hirsute, perlée de gouttelettes de brume. Ce qui eut pour effet de l'ébouriffer, la rendant plus effrayante encore. Il faut atteindre ce mélèze, vite, répondit enfin Erel, en apercevant une cime brunâtre percée sur leur droite. Elle prit la main d'Agile et l'entraîna dans cette direction sans quitter la bête des yeux. Mais à quelques mètres de leur salut, un nouveau rire les accueillit. La route était coupée et l'implacable piège des hyènes se resserrait inexorablement. Il ne restait plus à Erel qu'à armer son propulseur et à défendre sa vie, et celle de son prisonnier. Brusquement, les événements se précipitèrent. Une bourrasque chassa l'épaisse nappe. La scène que les enfants découvrirent les remplit d'effroi. 3 prédateurs, dos hérissés, rictus aux lèvres, convergeaient vers eux dans un mouvement d'encerclement parfaitement ordonné. « Tu sais te servir d'une fronde, dit-elle à Agile, tétanisé par le spectacle. Agile fit non de la tête, piteux. Bon, alors tiens. La jeune fille lui tendit son propulseur et sa sagaie. Il les prit et arma pendant qu'elle ramassait une pierre et la plaçait au creux de sa fronde de cuir. Puis ils attendirent. Désormais, pour Erel, Agile n'était plus un prisonnier, mais un allié. Ensemble, ils défendraient leur vie selon la loi de la toundra. Mais ils n'avaient que 2 armes, et les hyènes étaient 3. Elles attaquèrent en même temps. La sagaie, envoyée avec force et précision par Agile, transperça la première en pleine course, alors que la pierre d'Erel fracassait la truffe de la deuxième. Lancée à toute vitesse, la troisième sauta, et ses crocs allaient se refermer sur Agile quand son corps s'abattit au sol comme foudroyé. Stupéfiés par ce prodige, les enfants se regardèrent, réalisant avec peine qu'ils étaient en vie. Erel s'apprêtait à accueillir Petit Nez en héros et à ouvrir ses bras au loup. Mais ce qu'elle vit apparaître, entre les lambeaux de brouillard qui tardaient à se dissiper, fut une troupe de chasseurs en armes. Ils nous ont retrouvés, se réjouit Erel intérieurement, croyant reconnaître la silhouette de Bison. Avec confiance, elle s'approcha, impatiente d'épater son père. Elle était sûre qu'il ne la disputerait pas longtemps pour les avoir remplis d'inquiétude en disparaissant en pleine nuit avec les loups. Beaucoup plus loin, caché derrière une butte, Petit Nez avait également aperçu les chasseurs. Le brouillard venait juste de dévoiler leur groupe à ses yeux. Il les voyait marcher en direction de sa cousine et du prisonnier, et derrière eux, il pouvait distinguer 3 cadavres, des hyènes. Mais lui, il était avec les loups et connaissait trop bien leur langage corporel pour se dévoiler ainsi à l'inconnu. Alors ils s'étaient figés, poils hérissés dans une attitude de défiance. Ils avaient peur et grondaient. Il voulut prévenir sa cousine, mais l'instinct du danger le retint. Impuissant, il vit la jeune fille s'approcher triomphalement des chasseurs avec son prisonnier, tandis que le brouillard se reformait.
Petit Nez trépignait devant l'imprudence d'Erel. Il hésita à envoyer Loup semer la panique. Mais qui savait quelle réaction auraient ces inconnus? Il était trop tard et il frémit de stupeur en entendant les paroles qui percèrent une traînée de brume. Mon fils, tu as réussi et tu ramènes même une captive. Petit Nez se décida à rester caché avec les loups à bonne distance. Mieux valait ne rien tenter, car il avait compris que les chasseurs de la horde agile ne tueraient pas sa cousine. Dans la toundra, une jeune fille de son âge, en pleine santé, valait son pesant d'ivoire. Par une trouée éphémère dans le brouillard, Petit Nez aperçut Erel assise auprès d'un feu, apparemment résignée et soumise. Soudain, il sut qu'il était temps d'envoyer Sable en mission. Elle commanda au loup, père, et ils nous ont suivis, moi et ma captive, mais je les ai semés. Erel préféra ne pas le contredire. Elle ne devait pas se montrer trop forte, ne pas révéler son caractère rebelle et insoumis, mais endormir la méfiance de cette horde étrangère. Par des regards entendus, elle avait fait comprendre le marché à Agile. Elle ne parlerait ni de la poursuite, ni du torrent, ni de sa capture. En échange, le garçon ne dirait mot sur Petit Nez. Elle savait qu'ils resteraient tapis à proximité et qu'ils les suivraient avec leurs loups. Dans la besace de son cousin se trouvait le silex à faire le feu, enveloppé dans un morceau de cuir que son père avait déchiré d'une de ses vieilles tuniques. Petit Nez enverrait un loup messager au chasseur. Elle allait donc se montrer docile et ne pas broncher. Elle laissa même Agile remettre le bâton d'ivoire à son père. Le chef exultait. « Ah, mon fils, me voici en possession de ce fameux bâton. Il assurera puissance et prospérité à notre horde. La bonne fortune est de retour. » Il se tourna vers ses hommes, qui saluèrent son discours par des hurrahs tonitruants et poursuivit. Bec de Lièvre, dans sa sagesse, l'a prédit. Fini la famine, la maladie et la mort des enfants et des anciens. Grâce au pouvoir de ce bâton, nous allons retrouver notre force d'homme bison. Il le leva vers le ciel et invoqua l'esprit tutélaire de la horde. Ô grand bison, bénis le nouveau bâton de commandement de tes enfants. Fais revenir les tiens et vos frères règnent en grand nombre sur notre territoire de chasse. Il se tourna alors vers Agile, puis vers Erel, encore sous le choc de sa capture et furieuse de s'être laissée avoir. Elle le dévia du regard et put lire dans ses yeux bien davantage que son évidente satisfaction devant ce double trophée. Une lueur d'espoir qui lui était directement adressée, et qui lui déplut profondément. Si elle avait pu écouter ses pensées, voici sans doute ce qu'elle eût entendu. Dans peu d'années tu seras une femme, et alors je n'aurai pas à marchander une épouse pour mon fils avec une horde alliée. Agile t'a ramené lui-même avec le bâton, et dans 2 ou 3 étés, je serai grand-père. Voilà, nous allons nous arrêter ici. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit extérieur, car j'ai dû m'arrêter plusieurs fois en cours de lecture. Il y a eu des bruits d'avion, des bruits d'ambulance, un peu de tout. Donc j'espère que rien n'a débordé sur la lecture. Si c'est le cas, je m'en excuse. En tout cas, d'ici la prochaine fois, portez-vous